14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Alors j'aime bien cette phrase qui indique la différence entre le savoir et la croyance. En fait, tout le monde sait qu'il va mourir, mais personne n'y croit. Et oui, c'est vraiment difficile de croire qu'on va mourir parce que ça semble impossible, pour ne pas dire insupportable. Et c'est sans doute pour cela que la question de la fin de vie, qui pourtant nous concerne tous, est assez complexe et entraîne des débats passionnés et malheureusement très souvent stériles. Nous sommes aujourd'hui avec 2 personnes, Elsa Walter et François Blot, qui se sont mis à 2 pour écrire un livre, tellement ce sujet est délicat. Ce livre s'appelle La mort confisquée et on va en parler durant ces 2 heures. Alors ils racontent tous les 2 leur expérience auprès de gens justement en fin de vie. Et puis, je vous invite, vous, à venir témoigner, quel que soit votre point de vue. Et vous pourrez aussi, bien sûr, poser vos questions à Elsa Walter et à François Blot. Pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour tous les 2. D'abord, les femmes, bien sûr. Bonjour Elsa, bonjour François. Bonjour Brigitte. Ce livre, La mort confisquée, vient de sortir, il y a un petit mois qu'il est sorti, aux éditions Grasset, et le sous-titre, Pour le droit de choisir une fin qui nous ressemble. Et c'est vrai que vous insistez dès le début du livre un peu dans l'idée qu'on pourrait devoir mourir comme on a vécu, c'est-à-dire libre, si je puis dire. Oui, effectivement, c'est l'idée de se dire que ce temps-là de la fin de la vie doit ressembler à ce qu'est la personne, à ce que sont ses valeurs, à la manière dont elle a envie d'investir ce temps. Et au moment final de pouvoir s'absenter du monde d'une manière qui lui convienne, qui ressemble à sa personnalité. Et donc forcément c'est différent en fonction des individus, c'est jamais la même chose. Et donc ce qui est important aussi de dire pour nous, c'est que nous on est évidemment engagés pour le passage. Alors, de cette loi. Je précise peut-être pour vous présenter tous les 2 aux auditeurs qui ne vous connaissent pas. Elsa Walter, vous êtes ancienne bénévole dans un service de cancérologie et aujourd'hui vous êtes vice-présidente de la DMD, Association du droit à mourir dans la dignité. Et vous, François Blot, vous êtes médecin spécialisé en réanimation médicale et vous avez cofondé le collectif pour un accompagnement soignant solidaire. Exactement, et donc en fait nous on est évidemment en faveur du passage de cette loi qui ouvrirait ce droit à être aidé à mourir pour les personnes qui le demandent. Et c'est pas forcément une modalité du mourir qui convient à tout le monde, c'est pas du tout ce qu'on dit. Non, c'est une liberté que certains pourraient avoir accès, comme c'est le cas par exemple en Belgique. On n'avance pas beaucoup visiblement au niveau législatif, François Blot. Non, on n'avance pas beaucoup au niveau législatif, voire on recule parfois. Enfin, à chaque fois que la loi est réexaminée en lecture au Sénat, on fait quelques pas en arrière, ou on tente au moins de figer le débat. Donc en effet, on n'avance pas beaucoup, ça fait quand même 47 ans que l'histoire dure. Depuis que Henri Caillavet, sénateur en 1978, a proposé de travailler là-dessus, et on n'a toujours pas avancé. Il y a eu plusieurs avis du Comité consultatif national d'éthique qui longtemps a été défavorable et qui depuis 4 maintenant ouvre une voie à l'aide à mourir. Il y a eu des débats parlementaires, il y a eu des travaux ministériels, il y a eu vraiment tout ce qu'il faut pour mettre. Il y a une convention citoyenne surtout qui a permis de faire travailler 184 personnes tirées au sort qui ont vraiment fait un travail admirable de construction de démocratie délibérative. Et pour autant, on se heurte toujours à des obstructions dogmatiques, politiques. A priori, la majorité des Français sont plutôt pour qu'il y ait une loi plus ouverte justement à cette fin de vie. Oui, absolument. Il n'y a pas un seul sondage ou une seule évaluation, y compris donc la Convention citoyenne qui là pour le coup est plus qu'un sondage et clairement un travail qui a duré 27 jours pendant 9 semaines. Les 75% des Français au terme de la Convention citoyenne se déclaraient favorables. Donc, encore une fois, ça ne préjuge pas du fait que chacun veuille ceci ou cela pour lui-même. Mais les gens veulent que le choix soit disponible quand la situation devient insupportable pour la personne. Et c'est pas pour autant qu'on sera obligé, si on a dit 20 ans avant qu'on était pour une fin de vie
sans soins palliatifs, par exemple. C'est une liberté qui sera toujours renouvelée, évidemment. Qu'est-ce qui fait que ça bloque comme ça? C'est quoi? C'est les lobbies religieux? Oui, alors c'est en fait effectivement il y a un clivage entre la réalité de la demande des Français. François l'a dit, 75% de votes favorables lors de la Convention citoyenne. La DMD fait des sondages depuis des décennies sur ce sujet. On est toujours autour de 85% des Français qui demandent l'ouverture de ce droit-là. Et pourtant, on entend dans le débat public que ce serait un droit extrêmement clivant. En réalité, le clivage, il se situe pas au niveau de la population générale, il se situe dans le débat public, avec des voix qui se font entendre, qui ne sont pas forcément représentatives des personnes en fin de vie. Parce que nous, on trouve qu'on n'entend pas suffisamment les malades dans ce débat-là. On entend beaucoup certains ordres, certaines sociétés savantes, médicales, qui sont... Oui, il y a les médecins qui veulent garder le pouvoir, en quelque sorte. C'est ça. Il y a ça, puis il y a une forme de conservatisme aussi, et de paternalisme médical dans cette culture, qui fait que c'est compliqué. Dans ce livre, d'ailleurs, vous parlez du fait que on a encore trop tendance à mentir aux malades, et pour vous, c'est pire que de les ignorer. Oui, d'ailleurs, le livre s'appelle La mort confisquée, mais dans un premier temps, on avait travaillé sur les mots confisqués. Et le corps médical a une certaine qualité, si je puis dire, dans le sens du terme, pour toujours utiliser des non-dits, des euphémismes, tourner autour du pot, ne pas oser trop dire les choses, ou quand il les dit sur un pronostic défavorable, de façon parfois trop violente, et là pour le coup inacceptable. Donc effectivement, la qualité des médecins n'est pas réellement celle de parler. Hein. C'est ce que dit Nanni Moretti à la fin du film Journal intime. Les médecins savent parler, mais ils ne savent pas écouter. Mais même parler, ils ont du mal. Oui. Et avoir un discours franc avec les gens. Oui. J'ai noté dans votre livre, le bon patient commence par apprendre à se taire, hein, parce que parler sans y avoir été invité peut agacer le soignant. Oui, c'est ça. Et même parfois on lui laisse pas on lui laisse pas le temps de parler. Quand même voudrait-il être un mauvais patient et quand ça, même la ramener. Je peux confirmer parce que sur des questions d'urologie ou de gynécologie, j'ai parfois des auditeurs qui appellent pour poser des questions parce qu'ils n'ont pas osé les poser à leur médecin. Absolument. Absolument. Et puis on laisse pas toujours la place. Et puis notre désorganisation, notre défaut de communication interne, nous aussi entre nous, nos divergences de vues médicales, au lieu de donner la place à en discuter entre nous et à avoir un discours transparent auprès du patient, parfois nous fait décider des choses qui du matin pour l'après-midi prennent des décisions pour un patient qui ne les partage pas du tout. Et le cas s'est encore présenté hier dans un cas spécial dans mon hôpital, et ça c'est insupportable. C'est-à-dire que soit on parle pas aux gens, soit quand on leur parle on les écoute pas. Alors pas toujours, ça s'améliore. Les jeunes sont un peu meilleurs que les vieux. C'est bon. Tant mieux pour une fois. Et puis sinon, j'ai vu aussi dans votre livre que on avait tendance aussi à faire des chimios en trop, en plus. Alors il n'y a pas que le problème du cancer, mais oui, effectivement, le cancer est quand même la première maladie concernée en termes de nombre de personnes qui sont en fin de vie et qui pourraient demander l'aide à mourir. En tout cas, par exemple, en Belgique, c'est la première catégorie de population. Juste après viennent les maladies neurologiques, bien sûr, qui le demandent plus fréquemment, mais qui sont moins nombreuses. Mais la médecine est un peu prise à son propre piège depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'on a fait de tels progrès. Et on a tous les ans, tous les mois même, une nouvelle molécule, une rose qui remplace une bleue, elle est vachement meilleure. On a une nouvelle chirurgie possible avec des robots, avec des choses très très perfectionnées. Donc on repousse les limites de ce qui était auparavant infaisable. Très difficile pour celui qui apprend comme docteur à faire pendant ses études, de se dire là peut-être à ce stade-là quand même, il est déraisonnable de continuer à faire. Et de commencer à... Oui, mais on peut comprendre aussi, quand on choisit d'être médecin, c'est pour sauver les gens, c'est pas pour les aider à mourir. Oui, alors moi qui ai choisi d'être médecin, je l'ai fait pour les soigner. Bien sûr. Pas forcément pour les guérir. Et pourtant j'ai fait 30 ans de réanimation, donc Dieu sait que, enfin Dieu non, mais on sait que en réanimation, on est les premiers à se réjouir d'un grand succès de quelqu'un qui a fait un mois de réanimation dans des conditions terribles et qui ressort sur ses deux pieds
on saute au plafond. Pour autant, quand ça n'est pas le cas et quand la médecine est au bout de ses possibilités, on doit pouvoir admettre le fait que la priorité, puisqu'on n'a pas pu guérir, elle est de au moins accompagner dignement et selon les volontés de la personne. Et ça, c'est quelque chose, ce pas de côté, on a du mal à le faire. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça voudrait dire qu'il y a chez certains médecins une toute-puissance qui les pousse à ne pas renoncer, jusqu'à parfois peut-être un acharnement. Oui, je vais te laisser la parole aussi, Elsa, mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a été une catégorie professionnelle très très paternaliste. Il suffit de revoir les vieux films des années 50, Knock, Un grand patron, etc. Donc on était très très paternaliste, alors qu'on savait finalement pas faire grand-chose. Et puis les années 70 sont arrivées, on a appris à faire énormément de choses, et heureusement. Donc avant on mourait du premier infarctus, là maintenant on en fait plusieurs, premier cancer, maintenant on en fait plusieurs. Mais du coup, la toute-puissance s'est matérialisée dans effectivement des capacités médicales réelles. Arriver à se dire que, alors qu'on a eu des nouveaux cadeaux entre les mains, si je puis dire, pour guérir les gens, il y a un moment, il n'est plus raisonnable de les utiliser. C'est vrai que c'est compliqué, mais ça devrait s'apprendre dans les études de médecine. Il n'est pas obligé de faire. La plus grande difficulté pour un médecin, c'est de ne pas faire. Oui, mais je pense aussi qu'on pourrait donner un petit peu plus de cours de psychologie en médecine, parce que ce que j'entends souvent, c'est ce manque de compréhension de ce que c'est que l'être humain, tout simplement, et pas simplement un corps avec des organes. Les sciences humaines et sociales devraient rentrer en masse dans les études de médecine. Pense, oui. La psycho, la socio, l'anthropo, et la sexo. Alors, bien sûr, mais tout ça est très très lié. C'est-à-dire que là par exemple j'ai un travail en cours sur la prise en charge des cancers de la prostate chez l'homme. Il y a ce travail multivision qui inclut justement les sexologues au premier plan, parce que c'est des choses qui jusqu'à présent étaient un petit peu laissées sur le côté et qu'il faut mettre sur le devant parce qu'elles sont essentielles dans ce type de situation. Mais dans toutes les situations de médecine, il y a un retentissement sur la sexualité, il y a un retentissement sur le travail, il y a un retentissement sur toutes les choses, sur la fatigue. Et donc, il faut sortir de notre ligne de nage et accepter d'avoir une vision périphérique qui inclut effectivement des approches qui ne sont pas uniquement celles de l'organe malade. Eh bien, on va en parler avec ceux qui nous écoutent et qui vont eux aussi prendre la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. On commence dans un instant avec Flavie qui veut revenir sur les derniers temps de sa maman qui ont été en effet très très difficiles. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous parlons aujourd'hui de la fin de vie parce que, Thanatos n'est pas très loin d'Eros. Nous sommes avec Elsa Walter et François Blot, auteurs tous les deux de ce livre, La mort confisquée. C'est aux éditions Grasset. C'est un livre tout à fait intéressant qui nous fait comprendre, que on peut tous avoir une fin de vie un peu difficile, et peut-être que ce serait pas mal d'avoir un peu plus de liberté sur le choix du traitement, par exemple, parce qu'on a un peu l'impression, quand on vous lit, notamment François Blot, puisque vous êtes médecin, que c'est pas toujours le patient qui décide dans son âme et conscience, si je puis dire, de manière éclairée. Flavie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Flavie, on vous écoute, allez-y. Merci à vous. Ma maman est partie assez brutalement, on va dire. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le médecin qui s'est occupé d'elle, voyant que c'était la fin, visiblement les heures qui suivaient ne lui permettaient plus d'être là. On a décidé, d'un commun accord avec mon frère et moi, et le médecin bien sûr, d'arrêter là, puisque c'est lui qui nous a demandé qu'est-ce qu'on fait. Donc là, je me suis rendu compte que le médecin avait dit voilà, maintenant, moi je suis allée au bout de ce que je pouvais faire. C'est vous qui prenez la décision maintenant. Et en même temps, c'est courageux parce que un médecin n'a pas le droit, visiblement, je crois. Oui, c'était il y a 30 ans. Hein. Oui, raison de plus. Et j'ai trouvé ça très courageux de sa part. Et de toute façon, maman savait très bien que c'était terminé. Elle avait arraché toutes ses perfusions. Elle était au bout. Son cœur allait lâcher.
Et parce qu'elle a eu, c'est un cancer qui a été soigné. C'était un papillomavirus qui est parti en cancer. Et le cancer, plus de 30 ans après, s'est réveillé et monté directement au poumon. Ce qui fait qu'elle n'avait plus de capacité respiratoire. On entend votre émotion, pourtant 30 ans après, comme quoi. Eh oui, mais bon, ce sont des moments qui restent gravés. Oui. Ça reste compliqué des fois. Mais c'est vrai que ce médecin-là a pris la mesure et nous a... Non, mais ce qui est formidable dans ce que vous racontez, Flavie, c'est qu'en effet, non seulement le médecin a été conscient, raisonnable, et en même temps, il vous a parlé. C'est-à-dire que c'est vous aussi avec votre frère qui avez pu prendre la décision. C'est-à-dire, il y a des médecins qui arrêtent les soins et font les choses sans forcément en parler à la famille. Oui, ça, c'est ce que je disais. Il a été humain. Voilà, il nous a demandé. En tout cas, c'est votre façon de voir les choses, qui serait peut-être pas la vie de tout le monde d'ailleurs. Vous voulez réagir, Elsa, François, à ce que dit Flavie ? Oui, mais merci Flavie pour votre témoignage. C'est vrai que souvent les médecins sont plus à l'aise à prendre des décisions entre eux quelque part. Plutôt que de donner le choix à la personne concernée ou à la famille. Et donc là, effectivement, c'est l'exemple que ce qu'on dit dans ce livre, la mort confisquée, elle n'est pas toujours confisquée. Il y a des médecins profondément humanistes qui savent s'arrêter et aussi, effectivement, comme vous disiez, ont le courage, en l'occurrence, de faire un geste illégal. Et là, ça nous renvoie à notre débat actuel, c'est-à-dire que le témoignage de Flavie, c'est le témoignage d'une euthanasie clandestine. Et si on a besoin de légaliser en France urgemment, c'est parce que depuis des décennies, il existe cette pratique d'euthanasie clandestine. On a du mal à avoir des chiffres précisément parce que c'est clandestin, mais les chiffres qu'on a sont autour de 0,8% des décès en France par euthanasie clandestine. Et donc, c'est pas du tout une pratique sécurisée, évidemment, pour les soignants qui prennent des risques, mais aussi pour les patients, pour les familles, parce qu'à partir du moment où c'est pas cadré, c'est là où les vraies dérives peuvent arriver. Donc c'est vraiment, je pense, un témoignage qui nous rappelle à quel point on a besoin de cette loi pour justement que ça se passe dans un cadre sécurisé pour tout le monde. Alors justement, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? La famille aurait pu porter plainte contre le médecin, par exemple ? Oui, bien sûr. À l'époque, oui. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Moi, ce que je vois dans ce témoignage aussi, c'est on aurait pu peut-être aussi avoir une discussion entre le médecin et la patiente elle-même, votre maman, Flavie, avant, de façon à ce que ça se décide entre la première concernée et le praticien. Parce que là, Pardon ? Elle n'était plus en capacité de parler. Non, mais à ce moment-là, oui, bien sûr. Mais en amont. En amont. Je ne sais pas, peut-être qu'elle l'a eu, cette conversation, je n'en sais rien. Eh bien, il faut effectivement le souhaiter. Juste le petit point que je voulais évoquer, c'est que nous, ce qu'on évite de faire malgré tout, c'est de dire à une famille, bon, qu'est-ce que vous décidez ? Parce que c'est à la fois bien d'avoir et souhaitable d'avoir l'avis des familles, des proches, mais le fait de transmettre le poids de la décision à une famille qui pourrait être déchirée et qui pourrait le porter à vie, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, il faut que ce soit vraiment la culpabilité qui entre en jeu, évidemment. C'est là-dessus que on essaye. Et justement, plus il y a de la transparence, moins il y a de clandestinité, moins il y a de discussions un peu cachées derrière un coin de mur, plus tout le monde sera en sécurité pour dire voilà, non pas moi, fils ou fille de la dame, je pense que je veux arrêter. Les détracteurs du projet de loi, c'est l'argument qu'ils avancent, c'est-à-dire que les enfants pourront très facilement dire ça suffit, on veut toucher l'héritage, on met fin à l'âge. Oui, mais ça c'est vraiment une négation de ce qui se passe dans la réalité des services d'hôpitaux. Bien sûr. Moi j'ai accompagné des patients atteints de cancer grave qui allaient mourir et des familles, et on voit bien à quel point les familles elles sont dans la demande de continuer. Souvent
souvent quand il y a de l'obstination déraisonnable, c'est aussi parce que la famille a du mal à comprendre que la mort arrive. Alors aussi parce que le médecin a du mal à le dire, mais la réalité, c'est que les gens ne veulent pas en fait que leurs proches meurent. C'est pas du tout ce fantasme de voilà, on voudrait se débarrasser des indésirables. Alors on n'est pas en train de dire qu'il peut pas y avoir des situations effectivement qui sont problématiques dans la société, mais la grande majorité des proches veulent plutôt que leur proche qui est malade reste le plus longtemps en vie. Bien sûr, mais c'est un argument, ce que je voulais dire, c'est que c'est un argument en défaveur d'une éventuelle loi. Tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un argument qui n'est pas au contact de la réalité de ce qui se passe en fait. Ouais. Flavie, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue avec maman parce qu'on avait été chez le pneumologue et elle m'avait dit il y a des métastases. Elle avait aussi travaillé en centre hospitalier, elle savait très bien ce que ça voulait dire. Et même par rapport à papa aussi qui était parti quelque temps avant, elle m'avait dit je veux pas rester. Voilà. Bien sûr. Ça m'a fait mal, hein, parce que j'ai pensé à moi, j'ai dit et aux enfants aussi, parce que bon, elle a des petits enfants, mais c'était son choix. Après tout, j'avais rien à dire. Bien sûr, Flavie, mais on respecte tout à fait votre témoignage et on vous en remercie parce qu'il montre bien à quel point, justement, il faut que la loi soit là pour éviter toutes ces non-dits qui finalement sont parfois lourds à porter. Je trouve ça d'autant plus touchant, Flavie, que effectivement, d'après ce que vous dites, le médecin, en fait, il vous a demandé, peut-être comme ça, de décider, mais surtout, il vous a demandé qu'aurait pensé votre maman, que pensait-elle, comment se voyait-elle, et là, on est vraiment sur la bonne voie, c'est-à-dire que il a fait de vous le transmetteur des souhaits de votre maman, de sa vision de sa vie et donc de sa fin de vie, et en ça, là, on est vraiment dans quelque chose de bien articulé. Mal parce que on était dans l'illégalité à l'époque et c'est justement pour ça qu'il faut en sortir, mais au moins vous avez pu transmettre en fait les vœux, les volontés de votre maman et ça c'est vraiment très beau. Merci vraiment Flavie de votre témoignage et puis on a entendu votre émotion, ce qui montre bien que perdre une maman c'est toujours un souvenir douloureux. On va se retrouver pour le Love Conseil. Aujourd'hui, je vais parler des attitudes qui agacent les hommes. Demain, ce sera les attitudes qui agacent les femmes. Hein, parité oblige. Et puis, nous aurons Marion qui sera avec nous et qui veut parler de comment on vit la responsabilité sociétale d'être présent jusqu'au bout. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Elsa Walter, François Blot, éventuellement, vous pouvez réagir. Hein. J'ai fait un petit sondage et voilà ce que les femmes disent, ce qui les agace chez les hommes. C'est notamment le petit détail oublié qui sera signalé alors que il a fait tant de choses. Vous savez, la femme a l'esprit très critique et les hommes font beaucoup de choses, mais on va voir le petit truc qu'il n'a pas fait. Ça les agace particulièrement. Les hommes n'aiment pas non plus notre manière de vouloir les changer parce qu'on a tendance à leur dire tu aurais plutôt dû faire ça, etc. La moindre remarque est souvent vécue comme une critique ou un jugement négatif et ça les agace prodigieusement. La critique de leur mère, alors ça c'est vraiment impossible. En tant que femme, il faut le savoir, on ne critique jamais sa belle-mère. Et puis évidemment, les insinuations sur une éventuelle défaillance sexuelle, ça c'est pas très bien non plus. Et c'est vrai que les hommes s'agacent assez vite quand on bavarde pour raconter des détails qui leur semblent tout à fait anodins. Voilà, on a compris, hein, les hommes ont besoin d'être admirés. Et c'est vrai que quand on les admire, après ils sont aptes à tout accepter. Demain, on verra qu'est-ce qui agace les femmes. Et puis, comme toute la semaine, je vous propose de gagner ce vibromasseur Mia 3 Lelo. C'est le jouet de la semaine. C'est un tout petit vibromasseur de la taille d'un rouge à lèvres vous pouvez mettre dans votre sac. Vous pouvez l'emporter partout. Et si vous voulez le gagner, vous envoyez Brigitte par SMS au 7 20 18. On continue avec Marion qui est avec nous. Bonjour Marion. Bonjour. On vous écoute Marion, allez-y. Moi j'étais contente d'intervenir parce que je suis présidente d'une association de bénévoles qui accompagne un soin palliatif. Et je trouve que c'est important d'en parler, de dire combien c'est précieux
engagement sociétal, en fait, de savoir qu'il y a des gens qui se donnent, qui sont présents jusqu'au bout, partout. Et ce qu'on observe, c'est que quand même, quand la personne est bien accompagnée... Oui. D'abord, oui, bravo Marion, parce que vous faites un travail formidable et bénévolement, donc oui, bravo. Et on a besoin de gens comme vous. Effectivement, moi je vous rejoins complètement. Je pense qu'on a fait le même bénévolat toutes les deux, ce bénévolat d'écoute auprès des personnes en fin de vie. Et en fait, c'est vrai que c'est un bénévolat qui est essentiel dans la société parce que les personnes en fin de vie, personne ne veut leur parler, ne veut les regarder. C'est des personnes qui font peur. Qui quelque part ont la double peine de la maladie et en plus de l'exclusion sociale. Et moi j'ai toujours considéré qu'il y a une dimension sociale dans ce bénévolat essentielle, c'est-à-dire que quelque part on porte la société au chevet des personnes malades pour leur dire mais vous nous intéressez encore, vous avez encore des choses à nous apprendre, à nous transmettre, et je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que autant qu'on accompagne ces personnes-là, on est aussi accompagné par elles. Oui, on dit les bénévoles, les mourants ouvrent les yeux des vivants qui ferment leurs yeux. C'est ça. En effet. Oui, c'est très beau. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être bénévole, Marion ? Moi, j'ai commencé le bénévolat parce que j'ai connu des deuils autour de moi, mais je faisais médecine à ce moment-là et puis j'ai vraiment découvert qu'il y avait plein de questions existentielles qu'on se posait de moins en moins pendant notre vie et qui nous assaillent un peu une fois qu'on est en fin de vie. Et que les soignants, c'est pas les meilleures personnes pour répondre à ces questions. Donc on a besoin justement, comme disait l'autre personne, d'amener la société au chevet de ces personnes pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Et j'imagine, Marion, parce que j'ai une amie qui est bénévole aussi et qui me disait aussi que on est très très utile pour la famille, pas seulement pour la personne qui est en fin de vie. Oui, aussi pour écouter les proches et puis pour parfois faire tiers dans la relation. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des personnes en fin de vie qui jouent un rôle, par exemple, auprès de leur famille, qui disent que ça va aller, qui osent pas dire qu'ils vont pas bien, ou l'inverse, que la famille ose pas dire à la personne que c'est dur de l'avoir comme ça et tout ça. Et le fait d'avoir un tiers, ça permet de libérer la parole. Oui. De communiquer, oui. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, je pense que c'est cette question de... Il n'y a pas d'enjeu avec nous qui sommes bénévoles, il n'y a pas d'enjeu émotionnel, il n'y a pas d'enjeu médical, donc la parole se libère beaucoup plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte le décalage qu'il y a entre ce que nous, bénévoles, on reçoit comme témoignage de leur situation de fin de vie, de leur volonté, etc., qu'ils n'osent pas verbaliser ni à leur équipe soignante, ni à leurs proches. Oui. Pour plein de raisons. Et vous évoquiez tout à l'heure la question de la culpabilité, ne pas vouloir faire souffrir ses proches, parce que les proches souhaitent un maintien en vie le plus longtemps possible, leur disent toi, etc. C'est très très dur quand on est une personne malade et qu'en fait on n'en peut plus et on veut arrêter, de dire mais en fait non, je souhaite maintenant arrêter là, c'est le bout de mon chemin. Et puis on imagine bien qu'il y a beaucoup de non-dits et c'est, enfin, quand on sait à quel point les gens ont du mal à se parler, j'imagine bien qu'à ces moments qui sont la fin de la vie, c'est certainement encore plus difficile. Et c'est pourtant tellement important que certaines choses puissent enfin être dites. Exactement. Et c'est la question aussi de toutes ces questions existentielles qu'évoque Mario. C'est cette question de finalement toutes ces questions qu'on a éludées dans notre société. On considère que la mort, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment sa place dans le monde des vivants. On n'y réfléchit pas, on n'anticipe pas, et on se retrouve à un moment donné devant le fait, alors pas encore accompli, mais justement à ne pas savoir prendre par quel bout prendre en fait ce qui est en train d'arriver. Et donc c'est une grande mascarade. On est tous un petit peu dans le déni de ce qui est en train de se passer, et c'est là où les situations, je pense que vous serez d'accord avec moi, deviennent les plus douloureuses parce que elles se vivent dans la solitude du silence en fait. Oui. Et pourtant, oui, c'est douloureux et en même temps c'est très très beau. Nous vraiment on aime en parler parce que il faut dire qu'il y a un trésor en fin de vie et notre humanité elle est faite aussi de cette fin de vie, donc c'est beau d'être là pour le recueillir. Symboliquement, on pourrait dire que vous êtes dans l'agapé, Marion, c'est-à-dire que vous êtes dans l'amour inconditionnel avec des personnes que vous ne connaissiez pas, que vous ne reverrez pas, mais vous donnez de l'amour parce que vous êtes dans l'agapé, et c'est ça qui est magnifique. Oui, et puis pour un passage où on considère qu'on a partagé une vie commune en société et on a à être là jusqu'au bout.
Moi, en petit complément, merci beaucoup Marion pour votre témoignage. Évidemment, c'est absolument essentiel. Ce que ça m'inspire aussi, c'est qu'il faut apporter à la personne malade, enfin à tout le monde, toute la vie, et notamment à la personne malade, et notamment en fin de vie, une palette d'écoute. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du bon patient qui apprend à se taire, et effectivement, on ne dit pas la même chose aux médecins seniors, aux médecins plus jeunes, le jeune interne, vous citiez tout à l'heure Brigitte, l'infirmier, le cadre de soins, l'aide-soignant, la famille, le bénévole, il y a le brancardier. Il y a des choses qu'on dit à des gens, des choses qu'on dit pas à d'autres, et toute notre intelligence collective devrait être d'arriver à récupérer ces paroles dites aux uns et aux autres, et c'est là que le puzzle se reconstitue et qu'on a une carte, un paysage réel de ce que la personne a dit. Moi, j'ai un nombre de cas, mais invraisemblables à l'hôpital, où le corps médical ou les sachants sont dans la panade parce que n'ont pas eu l'info de ce qu'aurait voulu le patient. Ils s'interrogent, quels sont ses souhaits, ses valeurs, etc. Et c'est l'aide-soignant qui à un moment prend timidement la parole dans la salle, ou un bénévole que l'on croise effectivement et avec qui on discute, qui nous apporte la clé. Mais parce que les vieux, les soignants, les gradés, voilà, on leur a pas dit les trucs parce que effectivement ça peut faire peur. Ils ont un pouvoir décisionnaire, etc. Et on osera dire des choses à d'autres gens. Notre intelligence devrait être pour ceux qui décident ou qui sont les plus hauts gradés de se mettre au même niveau que tous les autres et accueillir toutes les paroles à égalité. Oui. Justement, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent à l'hôpital qu'avant. Est-ce qu'on a le pourcentage de gens qui meurent encore chez eux et ceux qui meurent à l'hôpital ou pas? En gros, c'est 50% de personnes meurent à l'hôpital, 25% en EHPAD et 25% à la maison. À peu près. Enfin, alors qu'on aimerait tous mourir chez soi. Alors, les 3/4 des patients, des personnes françaises, effectivement, désireraient mourir à la maison. Il y a heureusement quand même un progrès de ce côté-là avec les hospitalisations à domicile qui permettent de plus en plus d'accompagner, de faire de l'hôpital à la maison. Mais ça reste très insuffisant au regard des besoins. Mais ça, c'est un peu de notre faute collective, c'est-à-dire qu'on a tellement médicalisé la vie, tellement dit à tout le monde, si ça va pas bien, vous revenez aux urgences. Et même dans la culture médicale, on a du mal à se dire, non, on va vraiment tout mettre en œuvre pour que l'accompagnement se fasse à la maison, pour que la maison soit aménagée, pour que les personnes puissent s'absenter et prendre un congé par rapport à leur travail, etc. Et tout ça... On le fait, mais on le fait pas assez. On avance, cela dit, on avance on aide aussi les aidants justement. On avance. En tout cas, Marion, vous voulez peut-être conclure, dire quelque chose encore? Moi, vraiment dire que chacun est concerné par cette question. Il ne faut pas hésiter à proposer et aux personnes en fin de vie et leurs proches autour de nous et à ceux qui vont bien de se poser la question du bénévolat. Parce que c'est quelque chose d'essentiel et de fermant dans la société. Oui, et puis c'est certainement, je pense Marion que ça vous a apporté beaucoup d'estime de vous-même et de sens à votre vie, et on a besoin de ça pour se sentir bien dans sa vie. Oui, et puis parfois ça vient aussi être une réponse à des deuils qu'on a vécus ou des accompagnements qu'on a vécus qui ont été douloureux. Le fait de pouvoir en accompagner l'autre, ça bien vient sûr, aussi ça répare. Rééquilibrer, oui. Merci beaucoup Marion. On fait une petite pause et puis on va continuer avec Sophie qui dans un instant va parler de la mort de son papa, et elle aimerait évoquer justement la différence entre la fin de vie et la phase terminale. Et nous sommes aujourd'hui avec Elsa Walter et François Blot. Elsa, vous êtes ancienne bénévole et vous travaillez maintenant pour le droit à mourir dans la dignité. Et François Blot, vous êtes médecin spécialisé en réanimation médicale. Vous êtes également tous les deux auteurs de ce livre, La mort confisquée. C'est aux éditions Grasset et je vous invite à le lire si vous voulez mieux comprendre de quoi on parle, puisqu'on parle aujourd'hui
de ce qui nous concerne tous, de la fin de vie et de la loi qui, pour l'instant, ne satisfait absolument pas mes deux invités. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Elsa et bonjour docteur. Alors voilà, je voudrais témoigner parce que moi j'ai vécu aussi l'accompagnement de mon papa. Et voilà, c'est la petite chose, c'est surtout faire la différence entre une fin de vie et la phase terminale, qui devrait déjà être différenciée. Pour moi, la phase terminale de mon papa, ça a été donc 5 jours avant, puisque il a été malade pendant 15 ans. Et ça, je pense que c'est l'enclenchement ces 15 dernières années de la fin de vie. Et la phase terminale... 15 ans de cancer, j'imagine. Oui, voilà, 66 ans, on lui a décelé une leucémie. Et bon an, mal an, avec des traitements, il a vécu assez bien. On était très proches de lui, il a toujours été coucouné, chéri, adoré par ses enfants, donc avec mon frère et ma maman aussi, qui était très présente. Et puis en janvier 2010, excusez-moi, parce que janvier 2010, le 6 janvier, le leucémie a pris une tournure virulente et il a dû être hospitalisé. Et le jour où je l'ai préparé pour partir à l'hôpital, il était assis sur le fauteuil et il m'a dit « Cette fois, je reviendrai plus à la maison ». Et j'ai compris là que quelque chose n'était plus comme les années avant. Quelque chose allait se passer. Donc je suis partie à l'hôpital avec lui et je suis restée à ses côtés. La première nuit, j'ai dormi sur un fauteuil et j'ai dit aux infirmières, de toute façon, ça fait 15 ans que je le soigne et je le quitterai pas. Donc on m'a installé un lit de camp et j'ai passé 15 jours avec lui donc à l'hôpital. Et donc vers le 17 janvier, le médecin, je passe un peu les détails, mais le médecin est venu dans la chambre, il m'a demandé de sortir. Et il m'a dit, voilà, la leucémie de votre papa a pris une forme virulente. Il a eu une bronchopneumopathie associée à ça. Et donc, il m'a énuméré toutes les pathologies qui étaient en train d'être programmées, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale. Donc, il avait de fortes doses de l'Azilix et il était déjà sous sédation, un petit peu. On calmait parce qu'il souffrait. Et là, au médecin, en fait, c'est pas lui qui m'a, comme a dit l'auditrice tout à l'heure, a posé la question. Il m'a tendu la perche. Et moi, j'ai juste dit, mon papa ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Et là, il a de suite enclenché. Il m'a dit, très bien. On va arrêter le traitement qu'il prend pour soigner la leucémie et on va mettre une sédation de plus en plus forte. Il m'a expliqué. Alors c'est très choquant parce que évidemment on n'est pas habitué. J'étais projetée dans un univers que. Mais aujourd'hui, Sophie, avec le recul, vous êtes contente que le médecin vous ait raconté tout ça, ou ils auriez préféré finalement ne pas subir ces détails? Non, parce que déjà j'étais en confiance avec l'équipe, donc c'était dans le petit hôpital local de Mazamet, un tout petit hôpital qui a fermé aujourd'hui. Et j'ai eu des gens autour de moi absolument que je peux pas les oublier quoi. Il y a des jours où je repense, je vois leur visage, leur bonté, leur bienveillance. C'était donc parce que ils voyaient bien que j'étais tellement présente. J'embrassais mon papa, je lui nettoyais la bouche, je l'humectais quand il avait trop soif. Je sentais, je regardais le moindre mouvement de ses doigts qui se contractaient parce que la sédation était moins forte à un moment donné. Donc, je retournais en salle de soins, je disais venez, hop, de suite tout le monde arrivait, pop, on rebranche, on remet la dose qu'il faut. Donc il y avait, si vous voulez, il n'y a jamais eu de phase traumatisante pour moi. Mais il s'est passé un événement la veille où il décède, c'est que je suis couchée à côté de lui, je tenais sa main et je sens une contraction dans sa main. Et il essayait comme de parler. Pourtant, il était très sédaté. Et là, je vois que quelque chose ne va pas, qui est anormal. Je pense à la salle de soins. Je dis, venez, il y a quelque chose. Et effectivement, le personnel, la veilleuse, parce que déjà, c'était tard, elle était seule dans le service. Elle me dit, je vais faire appel aux urgences qui étaient en bas. Ils ont fait monter les médecins urgentistes. Et en fait, mon papa était en train de faire un glurde vésical. Parce qu'il était sous l'Azilix à forte dose. Et que les reins ne marchant plus, sa vessie
n'arrivait plus à être libéré. Et apparemment, le docteur pourra en témoigner, le globe vésical, c'est une mort extrêmement douloureuse. Moi, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe. Ils me font sortir de la chambre et au bout d'une heure, donc, ils ont sondé. Et quand je suis rentrée dans la chambre, mon papa était détendu, tout allait mieux. Mais le lendemain, bon, c'était le jour où il allait partir. Mon frère a eu le temps d'arriver, il était à Paris, je l'ai appelé, vite, viens, je pense que c'est demain. Et il a pu partir, je lui ai tenu la main, mon frère était là, il avait même, quand il s'est éteint, un petit rictus. Et il avait aussi autre chose, mon papa, c'est qu'il avait un pacemaker. Et ça aussi, c'est quelque chose qui... je ne veux pas dire de bêtises. Non, mais ça empêche le cœur de s'arrêter, évidemment. Voilà. Donc, tout ça, ça a été les personnels soignants. Quand on écoute votre témoignage, Sophie, moi je suis là aussi pour faire un petit peu l'avocat du diable, si je puis dire. On a un peu envie de dire à quoi bon ces 15 derniers jours, quoi. Qu'est-ce que vous diriez à ça, Sophie? Oui, alors, mais le débat sur la façon dont on veut mourir est tellement personnel et tellement doit être fait dans la dignité. Vous savez, je fais souvent la référence à quelque chose. Aujourd'hui, on fait des concerts obsèques où on a le droit de choisir la musique, la couleur, le lieu, la crémation, la pas crémation, étendue dans la rivière, dans la montagne, je ne sais où. Et on n'a pas le droit de dire personnellement notre envie. Ça, je trouve ça, on doit avancer là-dessus. Et on devrait, comme vous remplissez vos papiers administratifs, remplir celui-là. Dans la vie, on peut changer. À 20 ans, on peut dire, moi je m'en fous, ils feront de moi ce qu'ils voudront. À 40, on a un autre avis. À 80, on en a... Moi, je suis très en contact avec des personnes âgées, par mon métier. Et souvent, aujourd'hui, je suis moins pudique sur la mort et je leur demande, est-ce que vous avez peur? C'est parce que c'est aussi des questions que je me pose, moi, pour moi-même. Les gens ont peur d'une chose, c'est de souffrir. Ce n'est pas la mort qui fait peur. Et aujourd'hui, ça c'est une phrase un peu bateau quand même, hein, Sophie. Mais c'est tellement vrai. C'est bateau et en même temps tellement vrai. C'est vraiment. Oui. Je pense que, nous à l'ADMD, on a 83 000 adhérents. Et au-delà de ça, on l'a dit, il y a 85% de Français qui sont pour cette loi-là, c'est parce qu'ils ont peur de souffrir, ils n'ont pas peur de la mort. Et il y a aujourd'hui dans le débat public une confusion qui est amenée par les opposants à l'aide à mourir, qui disent mais en fait ceux qui demandent ça, c'est parce qu'ils veulent mourir plus vite, parce qu'en fait ils ont peur de la mort, ils ont peur de la fin de vie, etc. Non, c'est juste que, comme disait François, il y a cette question des vies qui se prolongent et des excès médicaux qui amènent plus de souffrance en fin de vie. Et justement, François, qu'est-ce que vous voulez dire au témoignage de Sophie qu'on entend? Alors c'est un témoignage, merci beaucoup Sophie, et on entend même 16 ans après toute l'émotion qui est encore strictement intacte, et votre histoire en plus fait écho à une histoire strictement personnelle, puisque mon papa a eu exactement la même chose que vous, que le vôtre. Et effectivement, ce que je vois là-dedans, alors je sais pas répondre à la question, comment différencier vraiment de façon précise fin de vie, phase terminale, mais en tout cas, les choses à ne pas perdre de vue, c'est d'essayer d'anticiper le plus possible et de donner la parole le plus tôt possible aux patients, à la personne malade, qui, à condition qu'elle veuille s'en saisir. Moi, j'ai un papa, par exemple, qui avait exactement la même maladie, qui n'a jamais voulu s'exprimer là-dessus. Ça se respecte également. Mais par contre, vous, votre papa, visiblement, il avait dit des choses, et il était important, effectivement, de les faire valoir au moment où vous avez été auprès de lui. Quand je dis anticiper, c'est aussi anticiper pour que la famille puisse être là quand les choses se passent brutalement. Et effectivement, les maladies du sang, les leucémies sont souvent d'évolution dans un premier temps lent et brutalement patatras. C'est différent d'autres formes de cancer. Et donc là, il faut s'attendre à ça. La médecine est prête, enfin le sait. Donc du coup, je pense qu'il était très très important. Alors vous étiez à Mazamet, là, visiblement toute proche. Votre frère a dû venir et a pu heureusement être là sur les derniers instants. Mais anticiper, ça sert à entendre la voix de la personne. Ça sert aussi à faire en sorte que les parents, les proches,
proches, les amis, tous ceux qui vous sont chers, puissent être là dans ce dernier moment. Après, les derniers jours, effectivement, c'est toujours des périodes très très compliquées. En effet, alors je vous rejoins, on va pas faire de la technique, mais avoir une vessie qui est pleine comme un œuf alors qu'on a envie de faire pipi, c'est une des choses les plus affreuses, et c'est un des grands motifs d'agitation d'une personne même endormie. Et même chose pour quand on a envie d'aller à la selle et qu'on peut pas y aller. Et donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on doit prévoir, anticiper, surtout s'il y a des diurétiques, des choses qui vont faire pipi. Bon, donc voilà, en tout cas, le mot-clé probablement, c'est d'essayer d'éviter les ruptures, c'est-à-dire le moment où tout d'un coup tout bascule et on fait semblant de s'y être pas attendu, alors que globalement la médecine n'est pas dupe. Peut y avoir des surprises, des grosses complications aiguës qu'on n'attendait pas, mais assez souvent les parcours sont connus, et c'est à nous d'avoir toute la transparence et l'honnêteté nécessaire pour que le patient, sa famille, à condition encore une fois qu'il veuille le savoir, puisse être mis au courant de tout et se préparer. Merci en tout cas Sophie de votre témoignage. On continue après les infos à évoquer ce sujet. On aura Marc qui veut parler de la non-écoute de la part des médecins. C'est ce qu'il traverse comme expérience en ce moment, et puis vous pouvez vous aussi réagir si vous voulez sur Sud Radio. Et nous parlons aujourd'hui de la fin de vie à l'occasion de la sortie de ce livre La mort confisquée aux éditions Grasset, avec comme sous-titre Pour le droit de choisir une fin qui nous ressemble. Nous sommes avec Elsa Walter, ancienne bénévole dans un service de cancérologie et aujourd'hui vice-présidente de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, et avec François Blot, médecin spécialisé en réanimation médicale. Alors, on va continuer avec les auditeurs, mais si vous avez des informations, des choses que vous avez envie de donner à ceux qui nous écoutent, allez-y. Je sais qu'on a, j'allais dire malheureusement, beaucoup d'appels, mais non, parce que c'est en effet un sujet qui nous concerne tous. On a tous déjà perdu des proches, on sait qu'on va y passer aussi, donc forcément, c'est un sujet qui concerne la société entière, et c'est bien d'en parler. Et merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Avec plaisir. Alors... Mais oui, merci. C'est vrai que c'est bien que l'émission aussi tombe aujourd'hui, puisqu'il faut dire qu'aujourd'hui c'est le retour du texte de loi qui propose d'ouvrir justement ce droit à demander l'aide à mourir au Sénat. Et on sait que le Sénat est très conservateur. En première lecture, il a rejeté ce texte. Voilà, donc là c'est un moment assez clé qui se joue dans le débat parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui. On espère vraiment, nous, l'ADMD et toutes les personnes qui souhaitons tout simplement donner ce droit de pouvoir choisir une fin qui nous ressemble, qu'effectivement le gouvernement puisse tenir ce calendrier et qu'on ait une loi d'ici le 15 juillet, puisque c'est ce qui est annoncé. On sait que si c'est pas avant la suspension des travaux parlementaires, on n'aura pas cette loi. Et il faut quand même dire que voilà, si on a autant d'appels, si on parle de ce sujet-là, c'est parce que la demande elle est très forte dans la société. Ça fait 4 ans qu'on a ouvert ce débat quand même, qu'Emmanuel Macron l'a ouvert, qu'on a eu différents avis, comme l'avait dit François au début de l'émission, scientifiques, éthiques, citoyens qui nourrissent cette demande sociétale. Et voilà, aujourd'hui on est au bord de pouvoir aboutir, mais on espère que ces blocages réactionnaires, et notamment de la part du Sénat, ne vont pas empêcher l'avènement de ce droit qui est attendu depuis si longtemps. Marc est avec nous maintenant. Bonjour Marc. Bonjour Marc, alors bonjour Brigitte, et bonjour Elsa et bonjour François. Merci pour cette émission déjà. Je vous en prie Marc, merci de participer. Je suis à la fois touché en tant qu'être humain, patient et soignant moi-même. Je voulais aborder un petit sujet, mais après développer plus sur le sujet actuel. Ces derniers temps, j'ai traversé pas mal d'écueils et de surprises avec vraiment un sentiment de non-écoute de certains médecins, notamment médecins généralistes. Voilà. Mon médecin étant absente, hélas.
avec en fait des temps de chronométrage d'un quart d'heure, pas plus de 3 symptômes, ce genre de choses. Bon, là je me pose de grosses questions. En tant que patient donc, hein. En tant que patient. Oui, voilà. D'accord. C'est-à-dire que vous allez voir un médecin, vous avez plusieurs choses à signaler et en fait... on me dit, là, le quart d'heure est écoulé, pas plus de 3 symptômes. Des fois, c'est écrit dans certaines enseignes maintenant, médecin généraliste. Nous ne prenons pas plus de 3 symptômes, etc. Donc moi, ça me choque. Ce qui me choque, c'est le manque d'écoute. Et parfois, voilà, ça me choque actuellement et je n'incrimine absolument pas ou je dis pas, voilà, je leur en veux pas, mais je suis choqué de ça. D'autre part, moi là, je veux apporter mon témoignage. Déjà, je vous remercie de tous les témoignages d'avant et de ce que vous faites, donc bénévoles et médecins, parce que moi, j'ai travaillé longtemps, 4 ans en service hospitalier, dans un service où on avait des fins de vie, on avait des soins palliatifs, on avait, bref, tout le monde se concertait, de l'ASH professeur, en réunion collégiale, et on prenait à la fois l'avis des familles, des patients et des soignants. Tout était concerté avant de prendre une décision, notamment pour la fin de vie. Voilà, ça a été assez extraordinaire de travailler dans ce service parce que vraiment, là, pour le coup, la parole était entendue, l'écoute était bien présente, et ça, je sais que les familles nous en remerciaient beaucoup. Voilà. Maintenant, les questions que je me pose, puisque moi je suis sur les soins à domicile depuis maintenant plus de 10 ans. Donc vous êtes infirmier, c'est ça ? Non, je suis aide-soignant. Aide-soignant, oui, enfin c'est pareil. Voilà. Ce que je constate, c'est que on est de moins en moins nombreux sur le terrain. Et ce que je constate aussi, c'est que de plus en plus, les instances comme l'ARS, comme le Conseil général, viennent de plus en plus faire des contrôles pour serrer la vis des budgets de toutes ces enseignes, alors qu'on a de moins en moins de soignants et de plus en plus de demandes de patients. Résultat des courses, tout est en train de s'accélérer et les budgets sont en train d'être restreints. Nous ne savons pas à quelle sauce nous pourrons soigner les patients et dans quelles conditions. C'est difficile de rester un soignant, on va dire, à l'écoute et en se mettant au rythme du patient quand on nous dit... Oui, mais Marc, j'entends et c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet de société. J'ai abordé ce sujet pour en parler. Oui, bien sûr. Mais on est d'accord. Je me pose la question si et là, je pose la question. Je me demande si le recul de tout le temps cette loi pour notamment mourir dans la dignité, a-t-elle un lien à la fois avec les mentalités, a-t-elle un lien avec les finances? Voilà, parce que j'ai l'impression, sans être paranoïaque, j'ai l'impression de plus en plus que la médecine travaille grâce à certains médecins comme vous avez, extraordinaires, mais que derrière, il y a une grosse machine qui est financière et qui nous bloque, je ne sais pas. Voilà. C'est une question à laquelle vous voulez répondre, François Blot ? Oui, alors je pense vraiment pas, alors je suis peut-être très très naïf, mais je suis vraiment persuadé qu'il n'y a pas d'arrière-pensée financière, contrairement aux grands chiffons rouges qu'on agite régulièrement sur le fait de légiférer sur l'aide à mourir. Les enjeux sont très 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 au-delà. La paupérisation du système de santé ne sera pas résolue par le fait qu'il y ait quelques demandes supplémentaires de patients qui demanderaient à ce que leur vie soit abrégée. Ça a déjà été étudié dans d'autres pays. Les gains financiers sont entre nuls et minimes, et donc c'est un faux
faux problème. Par contre, effectivement, la médecine est complètement étranglée de plus en plus par des contraintes budgétaires, technocratiques, administratives. Là, il y a eu toute l'histoire d'une fondation qui s'appelle Azalée, par exemple, qui est une fondation d'hospitalisation à domicile avec plusieurs milliers de soignants qui, pour des raisons budgétaires, de contrôle complexes, sont non payés depuis 3 mois, et alors que leur métier est extrêmement précieux. Donc il y a un resserrage de vis, effectivement, autour de ce qui est rentable. Alors ça date pas d'aujourd'hui, hein, la tarification à l'activité, c'est-à-dire de payer les activités médicales en fonction de leur valorisation réelle, une dialyse, une ventilation, une chimio. Ça, c'est quelque chose qui valorise l'acte, mais qui ne valorise pas du tout le temps d'écoute. Et alors, on entend régulièrement, et je vais être court là-dessus, que effectivement, c'est la question du temps. Oui, mais les médecins ont de moins en moins le temps, etc. Mais je suis intimement persuadé, nous le sommes, Elsa et moi, de la même manière, que le temps investi initialement pour recueillir la parole des patients et des familles, c'est du temps qu'on récupère largement après, parce que justement, on évite les actes qui ne sont pas pertinents et qui vont coûter cher, coûter du temps et empêcher les circuits fluides de santé. Donc là, il y a effectivement un vrai travail, mais qui n'a rien à voir avec l'aide à mourir, à faire pour que notre système de santé continue à pouvoir vivre, alors qu'il coûte effectivement de plus en plus cher. Donc, il y a des solutions sur le non-acharnement thérapeutique, par exemple. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique pour que notre système de santé survive. Et pour compléter justement sur la volonté politique, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que là, dans le dispositif législatif, il n'y a pas que la proposition de loi sur l'aide à mourir, il y a aussi une proposition de loi sur les soins palliatifs qui vise à poser pour la première fois un plan stratégique décennal, donc sur 10 ans, pour vraiment aller beaucoup plus loin sur le plan des soins palliatifs. Donc il y a un nouveau budget de 1,6 milliard d'euros pour les soins palliatifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut toujours regarder, comme disait François, ce qui se passe à l'étranger. Et à l'étranger, on voit que ce soit par exemple en Belgique, aux Pays-Bas, chez nos voisins, depuis qu'ils ont légiféré, on a quand même maintenant quasiment 25 ans de recul, donc on peut voir vraiment ce qui se passe. On voit qu'en fait, les soins palliatifs ont progressé en même temps que l'ouverture de ce droit à l'aide à mourir. Donc ça, je pense que c'est une crainte qu'on doit entendre, parce que tout ce que vous dites est extrêmement juste sur ce manque de temps, etc., cette pression. Mais ce qui est quand même assez gênant aujourd'hui dans le débat public, c'est que c'est un argument qui est amené par des personnes qui sont idéologiquement contre le droit de pouvoir choisir le jour et l'heure de sa mort, et qui se déplace sur des arguments économiques, sur des arguments aussi liés à la vulnérabilité, c'est-à-dire ce qu'on évoquait tout à l'heure sur on va faire pression pour se débarrasser des encombrants dans la société, etc. Donc il faut bien quand même pouvoir décrypter d'où viennent ces paroles-là, et qu'effectivement derrière il y a souvent des dogmes. Tous ces éléments, vous les lisez évidemment, vous les trouverez évidemment dans ce livre, La mort confisquée aux éditions Grasset. Merci Marc, on continue avec Jordan dans un instant. Elsa, Walter, François Blot sont avec nous et on parle de la fin de vie à l'occasion de la sortie de ce livre, La mort confisquée, c'est aux éditions Grasset. Jordan, bonjour, merci de prendre la parole, on vous écoute. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors moi je voulais du coup donc parler de mon papa qui vit donc avec maintenant quelques années avec la maladie d'Alzheimer, et c'est de plus en plus difficile pour nous parce que depuis quelque temps on a vraiment l'impression de le perdre. C'est-à-dire que quand on a appris qu'il était malade, on a eu déjà l'impression de le perdre une première fois. C'était compliqué pour moi et pour mon petit frère. C'est-à-dire que quand on arrivait dans sa chambre, il ne nous reconnaissait plus trop forcément. Donc c'est toujours un premier choc. Et puis c'est aujourd'hui il y a quelques jours on l'a mis en soins palliatifs parce que son état de santé s'est fortement dégradé. Et en fait, on a l'impression de le perdre une seconde fois parce que il est plus à la maison, il est dans un milieu où il est très bien entouré, il y a des soignants qui sont là, etc. Mais
c'est plus du tout la maison. Ce qui est intéressant, parce que c'est pas le premier témoignage qu'on entend, et moi je voulais saluer toutes les personnes qui travaillent en soins palliatifs. Je n'entends que des compliments sur ces services, et ça c'est quand même essentiel, parce que c'est quand même enfin je veux dire, c'est des services où ça doit pas être si simple tous les jours. Je pense pas. Et il y a vraiment beaucoup d'humanité, et voilà, donc je tenais à le signaler. Oui, mais je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, il y a même de temps en temps un psychologue qui passe pour échanger. C'est vrai que le corps médical, je pense qu'heureusement qu'ils sont là parce que ça aide. Mais Jordan, vous avez le sentiment donc de perdre encore plus votre papa, et on comprend et on entend aussi votre souffrance dans votre voix. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire à quoi bon? C'est ça que vous voulez dire, ou qu'est-ce C'est-à-dire que j'ai vraiment peur j'ai peur de vraiment le perdre définitivement, forcément quand il va partir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aidé en fait quand il était à la maison. C'était un peu moi qui jouais le rôle de l'aidant. J'ai pris du temps sur mon travail personnel, comme mon employeur qui était très arrangeant pour me laisser le temps de m'occuper un petit peu de lui. Et forcément, de le laisser partir en structure, j'ai un peu l'impression de l'abandonner, et de le laisser dans un mouroir en fait, quoi. C'est oui, mais en même temps, à un moment donné, il fallait passer la main. Ah bah oui, parce que moi, ça devenait trop lourd pour moi. Il y avait bien sûr. qui passait, mais ça restait trop lourd avec mon travail, et puis même son état de santé. En fait, j'essaye de deviner ce qui peut-être inconsciemment vous pourriez dire, mais vous n'arrivez pas à dire. Est-ce que vous n'auriez pas préféré finalement un matin le trouver mort dans son lit, c'est ça? Complètement. Oui, c'est ça. Oui. Parce que là, c'est une double souffrance pour vous. C'est horrible de le voir. Oui. De le voir mais ça, Jordan, c'est, j'allais dire là, c'est personne qui décide là. Vous voyez? C'est peut-être, c'est votre épreuve. C'est votre épreuve que vous allez devoir subir jusqu'au bout. Mais en même temps, vous l'avez dit, il est entre des mains humaines. Mais c'est de ce côté-là, le corps médical. Je ne sais pas s'il souffre beaucoup là. Il est en soins palliatifs. Il a des difficultés respiratoires, donc suivant les jours, il est sous assistance. Ça dépend. En fait, il y a des jours ça va et d'autres où c'est vraiment. Oui, donc là il y a peut-être un peu d'acharnement. C'est ça que vous voulez dire? Je me demande. En tout cas, François, vous avez l'air de hocher la tête. Oui, je hoche. Effectivement, il y a souvent un abus d'engagement médical dans des situations qui nécessiteraient qu'on puisse s'arrêter. Et le nombre de fois où moi j'ai de nombreux, alors moi je travaille pas avec les EHPAD, mais j'ai malheureusement évidemment beaucoup de situations autour de moi, personnelles et amicales, des patients qui sont en situation de maladie d'Alzheimer ou de démence très très avancée, avec un inconfort de vie. Enfin, parce qu'il y a des démences heureuses, admettons, peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas des gens qui sont vraiment dans une situation par contre de démence souffrante, et qui, lorsqu'ils font une complication supplémentaire, type respiratoire, comme vous l'expliquez pour votre papa, sont emmenés aux urgences, voire en réanimation. Là, vous avez évoqué le mot d'assistance. Je ne sais pas en quoi ça consiste exactement, mais on peut se demander si c'est pas un petit peu too much quand même dans cette situation-là. Et est-ce que on lui fait pas, au bout d'un moment, au motif que la médecine sait toujours un peu faire quelque chose, est-ce qu'on lui fait pas plus de mal que de bien? Et que cette maladie d'Alzheimer, cette démence, elle évolue longtemps, que ce soit une cause de souffrance pour votre papa et pour vous, certes. Après, on a le droit aussi, nous, de pas en rajouter. Et c'est peut-être un peu là qu'on est pris par la patrouille, c'est que la médecine, souvent, elle en rajoute là où elle devrait pas. C'est ça, plutôt que parfois de le laisser, plutôt que de le laisser malheureusement, et peut-être de laisser la vie aller. Oui. Oui. Jordan, ce que vous ressentez semble être confirmé par François Blot, qui est sur le terrain tous les jours. Donc, ce que vous ressentez, c'est, vous avez raison. Peut-être que vous pouvez prier pour que on rappelle là-haut votre papa. En tout cas, moi, ce qui me touche beaucoup aussi dans votre témoignage, c'est
cette question de, vous avez dit, c'est comme si je le perdais une première fois, puis une deuxième fois. Ah oui. Et en fait, c'est finalement ce chemin de deuil qui commence avant la mort, souvent. Et d'autant plus particulier dans les maladies neurodégénératives où les personnes sont plus en conscience, et on appelle ça le deuil blanc. Et c'est un deuil qui est particulièrement douloureux, c'est-à-dire la personne n'est plus là comme on l'a connue, mais elle est encore là physiquement. Et donc c'est un deuil qui est très particulier. Ah oui, absolument. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que, évidemment, comme il a la maladie d'Alzheimer, il a rien pu donner comme directive, donc on ne sait absolument pas. Je sais pas du tout. Exactement. Est-ce qu'il serait pour l'acharnement? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à des médecins enfin, je veux dire, c'est là où vous êtes dans une situation totalement impuissante. Oui. Et ça, c'est vrai que pour faire le lien avec ce qu'on débat actuellement sur les termes de la loi, ça c'est vraiment un point clé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes de personnes qui appréhendent une maladie neurodégénérative du type Alzheimer et qui voudraient pouvoir choisir à l'avance de dire si je me retrouve dans cette situation, à partir de telle limite, à partir de tel stade, là, ça ne fera plus sens pour moi de vivre. Et donc ça passe nécessairement par le dispositif des directives anticipées, puisque après, il n'y a plus le consentement libre et éclairé. Et ça, la loi ne le vise absolument pas. C'est complètement absent de la loi. Donc ça veut dire que malheureusement, demain, si la situation de votre père s'était passée un petit peu plus tard et qu'il avait pu exprimer à l'avance, de toute façon, il n'y aurait pas de solution dans cette loi telle qu'on est en train de la discuter actuellement au Parlement. Ça, c'est vraiment problématique. Et essayez peut-être quand même, Jordan, à un moment donné, d'aller voir le médecin qui s'occupe de votre papa et de lui poser la question, mais à quoi bon maintenant ? C'est une question ouverte qui peut donner l'information que nous échangeons là ensemble en toute conscience, vous voyez, parce que au moins vous aurez fait ce qui vous semble bon pour votre père. Ah bah absolument. Et puis c'est vrai que je veux pas l'acharnement, je veux pas le voir souffrir plus. On l'a suffisamment vu. Oui, mais ne et... parlez pas spécialement d'acharnement parce que ça peut blesser le médecin. On sait très bien. Mais posez la question. Mais à quoi bon? Vous voyez, c'est une ouverture que vous proposez qui, me semble-t-il, est entendable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, François Blot. Et dire, avec ce que vous savez de votre papa, quand il avait toute sa lucidité, en référence à ça, je pense qu'il n'aurait pas voulu ceci ou cela, vous exprimer en son nom, essayer de transmettre sa parole, même si lui ne peut plus la dire directement, même si des directives anticipées, quand bien même auraient-elles écrites, elles ne seraient pas recevables dans ce cas-là. Mais par contre, votre parole pour dire, voilà, je le connais, mon père, et il a vécu comme ça, il voudrait probablement ça. Je ne peux pas vous le garantir. Je vous demande pas ça en mon nom propre, mais je vous parle en son nom à lui. Et qu'est-ce que vous visez, docteur? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec tous ces soutiens-là qui sont encore supplémentaires, qui commencent à ressembler à de la survie et non plus à de la vie? Qu'est-ce qu'on cherche? Et de remettre le médecin face à la personne telle qu'elle serait si elle avait toute sa tête. Toute sa lucidité. Oui, absolument. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces conseils. J'essaierai d'aborder le sujet avec le médecin quand j'irai le voir demain. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage, Jordan. Bon courage à vous. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil du jour. On va parler des clés du désir et on continue bien sûr sur ce sujet avec Nolwenn dans un instant. Alors Elsa, Walter, François Blot, on va parler des clés du désir dans ce Sexo Conseil. Le désir ne se déclenche pas tout seul. C'est bien de mettre un peu Eros dans une émission sur Thanatos. Le désir, il est propre à chacun et il est censé conduire au plaisir. Et c'est d'ailleurs souvent parce qu'on a du plaisir qu'on garde le désir. Ça, c'est toujours important de le rappeler. Mais l'éducation, la culture ont construit une relation particulière avec le désir sexuel. Donc ça a provoqué des permissions ou des interdits. Et pour désirer, donc, eh bien, il faut laisser exprimer en soi ce qu'on appelle souvent la part pulsionnelle sexuelle, une sorte de part animale qui existe en chacun de nous. Le désir sexuel, j'aime bien rappeler aussi qu'il a une mémoire, donc il est forcément très influent
influencé par notre histoire personnelle, mais ça peut évoluer, il peut évoluer à condition d'abord et avant tout d'en avoir vraiment envie, parce que le désir, il y a aussi à voir avec ce qui se passe dans la tête, parce que parfois dans la tête, il y a une sorte de surmoi, de gendarme intérieur, comme je l'appelle. Par exemple, parfois c'est une mauvaise image de soi qui peut tuer le désir à la source. Et puis le désir va fluctuer aussi en fonction de notre santé, de notre fatigue, de nos hormones, de notre humeur, de nos sentiments ou de nos ressentiments d'ailleurs. Bref, on voit bien à quel point le désir est fluctuant, et lorsqu'on désire quelqu'un, j'aime bien rappeler qu'à ce moment-là, on se sent particulièrement vivant, et lorsqu'on est désiré, on se sent particulièrement exister. Donc on voit vraiment que l'importance du désir, et notamment évidemment du désir sexuel, puisque le désir sexuel, c'est aller chercher ce qui est bon pour soi, et si on attend qu'il vienne tout seul, eh bien parfois on risque d'attendre longtemps. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir sur le désir. Non, pas spécialement. Oui, enfin, en tout cas, c'est vrai que cette dimension en fin de vie est mentionnée chez les gens qui font cette demande d'aide à mourir comme étant un des motifs, ne plus pouvoir être celui que j'ai été et réaliser ce qui constituait ma vie, donc y compris ma sexualité, fait partie aussi des grands sentiments de perte. Donc ça peut être je désirais faire du sport, je désirais faire des voyages, mais j'étais aussi une personne avec une vie sexuelle épanouie. Je ne l'ai plus. Ça fait partie des pertes de sens, et ça mérite d'être entendu. Bien sûr, parce que quand la vie n'a plus de sens, n'a plus de désir, aussi simple soit-il, à quoi bon? On peut le comprendre. On peut se demander. Il vous reste quelques minutes aussi pour peut-être, justement, aller mieux avec votre désir, avec ce vibromasseur Mi A3 de la marque Lelo. Vous le savez, l'un d'entre vous va le gagner, et pour ça, il vous suffit d'envoyer Brigitte par SMS au 7 20 18. On continue avec Nolwenn qui nous rejoint. Bonjour Nolwenn. Bonjour Brigitte, bonjour aux invités. Bonjour. Donc votre père est décédé d'un cancer et vous l'avez accompagné jusqu'au bout. Vous avez envie de témoigner, Nolwenn? Tout à fait, parce que je trouve qu'entre les dires de la personne qui est là bienveillante, enfin en état qui est bien, et la personne en fin de vie, il y a complètement un monde entre les deux, parce que entre ce qu'il veut lui, entre ce que nous pouvons supporter, c'est un peu plus compliqué à accepter. Voilà. Donc, donc là, vous voulez parler finalement, si j'entends bien, et je crois que ça va parler à beaucoup de monde, vous voulez parler finalement de la souffrance de quelqu'un qui voit son père ou quelqu'un de proche, en tout cas un être cher, en train de partir, et il y a un moment assez insupportable. C'est ça, il y a un moment insupportable où on doit prendre des décisions pour l'autre. Même si la personne avait choisi de pas continuer dans un état bien précis, nous, on est obligé de l'accompagner dans cet état-là, malgré lui et malgré nous, parce que la société ne nous donne pas pouvoir. Oui, et c'est là où on pourrait poser la question, donc justement à Elsa et à François, quelle loi pourrait justement permettre que les accompagnants, la famille très proche, puisse éviter de se retrouver dans ces questionnements. On l'a entendu tout à l'heure avec Jordan, on l'a entendu avec Flavie, qui elle heureusement a été plutôt bien accompagnée. Mais quelle loi serait apte à aider chacun d'entre nous justement à ne pas subir ces tiraillements, cette culpabilité, ces questionnements, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Mon questionnement, c'est aussi pourquoi c'est aux proches de choisir. Pourquoi c'est pas à la personne, quand elle se voit vraiment trop diminuée, à choisir elle-même? Si le conscient est là, je comprends pas pourquoi. Ça c'est la loi qui réclame. La loi normalement. Enfin là, je pense que c'est un cas de non-application de la loi. C'est-à-dire que normalement, c'est effectivement à la personne d'exprimer sa volonté.
si elle est en capacité de le faire, elle peut exprimer sa volonté. Si elle est plus en capacité de le faire, il y a le dispositif des directives anticipées qui, à minima, dans un cas où on est inconscient, où on est en état végétatif, permet de demander la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans vos interactions avec l'équipe soignante pour que il ne demande pas du tout l'avis au premier concerné, à savoir votre papa, et vous demande à vous, à partir du moment où il était en capacité d'avoir un échange, un dialogue avec l'équipe soignante, ça me paraît complètement anormal, et c'est un cas un peu emblématique de ce qu'on explique avec François dans la mort confisquée, c'est que c'est la parole confisquée et c'est l'écoute confisquée avant tout. Non, parce que c'est vrai que moi, dans notre cas, mon père a eu plusieurs cancers l'un derrière l'autre, et la souffrance étant là, et c'est vrai que, et puis quelque part la démence, parce que la souffrance entraîne aussi le cerveau, se met en saturation, ça fait que la souffrance parle plus, donc le fait d'enlever cette souffrance-là par de la morphine ou autre, on n'est plus soi-même. Et du coup, on est obligé de choisir à ce moment-là pour la personne, même si l'équipe soignante est super et qui nous accompagne sur tout le long trajet. Mais je pense que moi, mon père, pour autant, n'aurait même pas voulu être à la moitié de cette souffrance-là et aurait pu vouloir, même en étant bien, de choisir sa mort. Nolwenn, vous avez raison. On entend, enfin, moi j'ai entendu souvent ce genre de témoignage. La personne est qu'en soins palliatifs, elle fait encore des signes pour dire qu'elle préférerait partir, et puis on la maintient en soins palliatifs. Oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment dur pour la personne qui reste, parce que les personnes qui sont autour de son père, de sa mère, ou peu importe, c'est vrai que on voit nos proches comme on n'aurait jamais voulu les voir dans un premier temps, et on n'a aucun pouvoir quelque part. Mais et là, allez-y. Non, allez-y, François. Vous décrivez vraiment une situation impossible dans laquelle on vous a mise, effectivement, hors la loi, en quelque sorte. Elsa rappelait bien tout à l'heure, il y a dans la hiérarchie de l'écoute de la parole des gens, ce qui fait loi en premier, c'est la parole en direct de la personne. En deuxième, si elle ne peut plus s'exprimer, ce sont les directives anticipées. Si elles existent, ce qui est malheureusement très rare en France. En troisième, la personne de confiance, et ensuite les autres proches. Mais pour écouter la personne, donc être dans le premier cas, c'est-à-dire écouter la personne tant qu'elle peut s'exprimer, il faut effectivement l'écouter à ce moment-là. Et trop souvent, on a des personnes qui, en toute conscience encore, demandent soit une sédation profonde et continue, telle que la loi l'y autorise, soit une demande d'aide active à mourir, telle que la future loi le proposera, mais que l'on n'écoute pas, et pour qui on diffère régulièrement l'écoute de cette demande, au motif que oui, mais on va pouvoir vous calmer quand même un petit peu avec de la morphine, avec ceci, cela. Donc on entend finalement de la part des détracteurs de la future loi, oui, mais finalement les demandes d'aide à mourir, elles disparaissent. Une fois qu'on a bien calmé la douleur, elles disparaissent. Oui, alors elles disparaissent pour plusieurs raisons. D'abord parce que peut-être on est mort entre-temps. Et puis, dans un grand nombre d'autres cas, on est tellement endormi par la morphine et par les médicaments qui effectivement soulagent la douleur que on n'a plus la force de demander. Et les quelques personnes qui ont pu témoigner, qui peuvent témoigner de ça, disent pourquoi tu demandes plus, dit sa fille, parce que j'ai plus la force. Et ça, effectivement, c'est donc du coup, c'est à vous que revient sur les épaules de qui on met l'expression de la parole du patient. Mais il aurait suffi de l'écouter lui avant et de suivre ses demandes et donc de pas être sourd. Oui, non, mais c'est vrai qu'en France, en France ou dans d'autres pays, j'ai pas de comparatif. Ça dépend des pays. Il y a un peu de tout. En tout cas, merci de votre témoignage, Nolwenn, parce qu'on est vraiment au cœur du problème dans ce que vous racontez, et c'est pour ça que vous pouvez vous associer à la DMD si vous avez envie, Nolwenn. Vous pouvez réagir parce que c'est
c'est à nous tous de réagir pour que peut-être, enfin, on fasse évoluer la loi en France. Merci Nolwenn. Dans un instant, nous avons Mina qui va réagir et qui veut parler de l'injustice sociale, parce que quand on a les moyens, on peut peut-être partir en Suisse ou en Belgique. Elle veut réagir là-dessus. On verra ce que vous en pensez. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Elsa Walter, François Blot sont avec moi pour l'occasion de la sortie de ce livre, La mort confisquée aux éditions Grasset. Et c'est Mina, je crois, qui veut terminer par un petit coup de gueule. Bonjour Mina. Bonjour Brigitte, bonjour Elsa, je crois, et François. Oui. Bonjour. Oui. Je voulais, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'est un sentiment d'une injustice sociale qui existe tant qu'une loi ne sera pas votée. Donc vous avez compris sans doute que je suis tout à fait pour le vote en France de cette nouvelle loi. Bon, je suis moi-même membre de la DMD. Donc j'ai rédigé mes directives anticipées parce qu'il faut parler de sa mort avant d'être malade, je pense. Et c'est bien d'ailleurs de le rappeler à tous ceux qui nous écoutent. Oui. On peut évidemment, grâce notamment à la DMD, mais il y a d'autres associations, on peut faire on peut faire sa déclaration de ce que j'ai fait. Absolument. Oui. Voilà. Alors sinon, je voulais axer, si ça vous semble intéressant, bien sûr. Mais ce que vous dites nous plaît, allez-y, Mina. Je voulais faire une comparaison entre ce qui avait existé il y a de longues années maintenant, concernant la loi sur l'avortement, et ce qui concerne maintenant la loi sur la fin de vie. C'est-à-dire qu'il fut un temps où les femmes aisées, l'avortement c'était plutôt les femmes, enfin les couples aisés, mettons, où les couples aisés pouvaient se permettre d'aller en Suisse dans une bonne clinique, les femmes étaient avortées correctement, en toute sécurité et sans souffrir. Et discrètement, puisque à l'époque c'était interdit par la loi. Exactement. Les femmes ou les couples plus pauvres, c'était, pardon de cette expression horrible, mais c'était parfois des aiguilles à tricoter dans une arrière-salle. C'est vrai. On le sait. Et Et avec souvent des complications et de la douleur, etc. Oui. Des septicémies et des morts. Et des morts, des infections, et parfois, paraît-il, des insultes. Vous voyez? Oui, et les insultes quand la femme allait à l'hôpital pour se faire soigner. De la stigmatisation. Oui. Tu l'as bien voulu, tu l'as bien cherché. Tu as eu du plaisir pendant quelques minutes et maintenant, débrouille-toi, avec ta souffrance. Une horreur absolue. Alors je ne vais pas comparer exactement la loi sur l'avortement et la loi sur la fin de vie, mais sur le plan social, si je les compare. Pourquoi ? Parce que selon moi, aujourd'hui, les gens privilégiés, à condition bien sûr de n'être pas encore en état d'Alzheimer ou etc. Mais si on n'est pas encore malade et qu'on envisage sa mort, ou si on devient très très malade et qu'on sait qu'on est condamné par la médecine. Aujourd'hui en France, on peut aller en Belgique ou en Suisse, être contrôlé par des médecins, ça n'est pas anarchique, et éventuellement programmer une future mort douce. L'euthanasie, ça veut dire la mort douce, n'est-ce pas, je crois, en tout cas. Eh bien, je trouve que ce droit devrait être accordé en France, chez soi, sans être obligé d'aller dans une clinique ou un hôpital. On devrait pouvoir, en France, si on est français, aujourd'hui, bénéficier d'une aide à mourir, sans devoir se réfugier dans des pays plus tolérants. Et je trouve assez étrange que la France, qui n'est pas un pays a priori arriéré, soit si réticente. Alors est-ce que c'est parce que les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique sont à composante plus majoritairement protestante et que la religion protestante, je suis protestante, c'est peut-être que je prêche peut-être pour ma paroisse, mais c'est une religion un peu plus tolérante, me semble-t-il, non ? Je veux pas braquer les gens, que le catholicisme. Est-ce que c'est pour ça que dans ces pays à plus forte composante protestante, on accepte mieux cette aide à mourir ou pas? Mais il me semble que le clergé français actuel est très réticent, et le clergé catholique essentiellement.
Je pense qu'il y a quand même aussi un lobby médical très fort qui est contre cette loi. Hein. Oui, mais le lobby médical, effectivement, il est quand même lié aussi au clergé. Et ça, il faut le dire parce que c'est pas dit dans le débat. On a quand même la SFAP, la Société française d'accompagnement et soins palliatifs, qui jusqu'à il y a quelques années encore ne se cachait pas de ses liens avec l'Église, avec le religieux. On a une ancienne présidente de la SFAP qui signait il y a encore pas très longtemps les communications de la Conférence des évêques de France. Donc le pouvoir médical, il est quand même assis en termes de soins palliatifs sur une culture catholique très forte, et ça c'est vraiment une spécificité française. Et ça, par exemple, Martine Lombard l'explique très bien dans son livre L'ultime demande, c'est vraiment particulier. Donc effectivement, votre question, elle me semble pertinente sur est-ce que finalement culturellement les pays à tendance plus protestante, plus germanique auraient moins de réticence. Il faut quand même citer à contrario l'exemple de l'Espagne. L'Espagne est un pays qui est bien plus catholique que nous. L'Espagne est un pays qui a légiféré. De même pour le Portugal. Donc voilà. Après, c'est quand même intéressant de voir que, par exemple, en Belgique, on a la Wallonie et on a la Flandre. C'est deux cultures qui sont assez différentes, avec la Flandre qui se rapproche plus des Pays-Bas. Et on voit qu'il y a une manière de considérer cette question de l'euthanasie qui est finalement moins, pour reprendre l'expression de François, moins avec des pudeurs de gazelle, plus direct, plus simple. Donc effectivement, il y a certainement aussi ce fond culturel-là qui existe. En tout cas, pour revenir juste à ce que vous disiez au départ sur ces exils forcés, oui, c'est un scandale. Oui, c'est une hypocrisie de l'État français qui crée une discrimination qui est énorme, une discrimination qui est à la fois économique. Il faut rappeler que pour partir en Suisse, c'est environ 12 000 €, mais c'est aussi une discrimination qui est sur l'état de santé des personnes, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il faut encore pouvoir se déplacer, il faut pouvoir le faire, cet ultime voyage, et donc il faut être en état, et parfois ça amène aussi des personnes à anticiper leur départ pour être sûr de pouvoir partir et ne pas tomber dans des phases agoniques qu'elles ne voudraient pas subir. On avait eu le témoignage justement il y a 2 mois de quelqu'un qui était parti en Suisse un peu plus tôt que peut-être ce que sa femme surtout aurait voulu, pour justement être encore capable de se déplacer jusqu'à la Suisse. Oui. Oui, si je peux me permettre, peut-être que nous parlons de la même personne. J'avais vu dans une émission de télévision qui s'appelle C'est à vous. C'est Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, c'est sur c'est France 2, France 5, et un témoignage d'un homme qui était atteint d'une maladie neurodégénérative gravissime et qui commençait à perdre tous ses moyens, qui était jeune relativement, et qui a choisi quand même de partir en Suisse parce que c'est effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, sa vie n'était plus ce qu'elle était. Il disait qu'il était un corps sans âme, qu'il ne pouvait plus rien faire sans l'aide de quelqu'un, et qu'il ne trouvait plus aucun sens à sa vie, et que quand la vie n'a plus de sens, si ce n'est une aggravation, à quoi bon vivre, survivre, et non pas vivre en fait. Oui, bien sûr. Et encore une fois, c'est une loi qui laisserait cette possibilité à ceux qui le veulent, mais qui n'aurait rien d'obligatoire pour ceux qui ne le veulent pas. Rappelons-le. Bien sûr, ça n'impose rien. Mais ça, c'est quand même assez français, je trouve, parce qu'on l'a vu sur le mariage pour tous, tous ces débats contre le mariage pour tous, alors que je ne voyais pas en quoi ça dérangeait ceux qui n'étaient pas homosexuels. Donc je crois qu'on a quand même en France cette fameuse ce désir d'égalité pour tous, mais parfois c'est pour le mieux et parfois c'est pour le pire. Si je peux compléter, il y a effectivement il y a un vrai problème avec la notion de liberté, c'est-à-dire que en gros chez les opposants à la légalisation de l'aide active à mourir, il y a une idée selon laquelle leur modèle est leur modèle et doit s'imposer aux autres. Et l'idée même que d'autres puissent avoir un autre choix est insupportable. Alors avec des prétextes, oui, mais ça va nous obliger, nous qui ne voulons pas, à penser à quelque chose à laquelle nous ne voulions pas penser. Je reprends les paroles de Claire Fourcade, c'est-à-dire que en gros, puisque je vais vous priver de votre liberté de penser et de choisir, au motif que moi je préfère être aveugle. Non.
Et effectivement, la situation dans laquelle on est actuellement est une situation qui est inique, inégalitaire, qui aboutit à des choses clandestines et à des choix arbitraires. Et donc ça, on ne peut pas, à notre sens, enfin c'est un argument massu qui est de dire, pour l'instant, tout est sous le manteau, non chiffrable, non observable, personne dépendant. Et notre bouquin, pour refaire le lien avec l'IVG, on le commence avec cette citation de Gisèle Halimi, qui est notre législation doit disparaître parce qu'elle ne colle plus à la réalité sociale, à la réalité des mœurs qu'elle est censée défendre. 1972. Et donc, effectivement, on est quand même peu ou prou dans exactement le même cas de figure. On est retardataire par rapport à ce qui se passe dans notre société en 2026. Eh bien, bravo Mina pour ce rapprochement justement, puisque ça a du sens. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci à tous les deux. Je ne sais pas si cette émission aura fait avancer les choses. En tout cas, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de témoignages et il faudrait qu'en effet, tout le monde y réfléchisse un petit peu plus clairement. Et puis, encore une fois, la liberté de chacun de choisir, ça me paraît le bon mot pour conclure. On vous remercie beaucoup pour votre invitation et ces 2 heures de libre parole. Merci Elsa Walter, merci François Blos. Ce livre, La mort confisquée, c'est aux éditions Grasset. Je l'ai lu, ça aide à se faire sa propre idée. Donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à vous le procurer. Merci à tous. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Vincent Hupertan, qui est sexothérapeute et urologue, et on parlera d'un problème masculin dont on parle pas beaucoup et qui est plus fréquent qu'on le croit. On parlera de l'anéjaculation. Et tout de suite, je donne le nom de ma gagnante pour faire plaisir à Jérémy. C'est Catherine qui habite le Perreux-sur-Marne.